Très bien. Donc, nous allons commencer ce panel autour des passions de la multitude. On l'a intitulé comme ça. Je vous présenterai donc les intervenants. Deux interventions seront en français et deux en anglais. Et puis, on aura 30 minutes, une vingtaine, 30 minutes de discussion avec la salle où vous pourrez poser les questions soit en français soit en anglais. Donc, je présente les intervenants dans l'ordre d'intervention. On va commencer avec Valentina Maurel, qui a un doctorat de recherche en philosophie avec une thèse sur l'imagination chez Leopardi. Et elle est actuellement à l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici de Naples, où elle travaille sur la notion de vivant et sur la philosophie de l'évolution. Et son intervention s'intitule Lenta Ginestra, poésie et politique de l'amour. On poursuivra avec Gianluca Bellomo, qui a obtenu une licence en philosophie à l'Université de Pavie et un diplôme de perfectionnement en théorie critique de la société à l'Université de Milan Bicocca. Et actuellement, il est étudiant en Master 2 philosophie contemporaine à l'École normale de Lyon, où il travaille sur un projet de recherche consacré à l'esthétique chez Pierre Bourdieu. Puis on passera à Emilia Musumeci, who is an associate professor of History of Medieval and Modern Law at the Department of Law of the University of Teramo in Italy. And her research has been focused on the history of crime and punishment, legal history of emotions, and law and humanities. Her talk will be in English and will be entitled The Monster Before the Law, Deviance, Limit, Otherness. And we will finish with Margherita Pascucci, who has published several monographs, including Potenza della Povertà, Marx, Legge, Spinoza, with a preface by Antonio Negri. And her talk will be in English and is entitled Revolutionary Materialism or His Revolutionary Subjects. Donc je donne la parole tout de suite à Valentina. Merci Martha, merci à toute l'organisation. Et je vais donc vous parler de ce que Negri lui-même définit dans la deuxième préface de la deuxième édition de Lenta Ginestra, mon livre malheureux, parce qu'en fait il s'agit d'un livre et d'une œuvre qui n'est pas trop connue dans la production de Negri et aussi chez les léopardistes il y a plutôt des préjudices sur cet ouvrage que je trouve magnifique en fait. Donc je vais vous parler de ça et des thèmes que je trouve les plus captivants dans l'œuvre de Negri. Mais pour commencer, comme dans le panel précédent, quelqu'un a demandé pourquoi Leopardi. Et en fait, je voulais répondre avec les mots de Negri, cette fois dans la première préface de la première édition de l'œuvre, où il dit, je traduis, il faut reconnaître à la poésie de Leopardi cette grandeur philosophique qu'en fait une radicale alternative à la culture bourgeoise de dernier siècle. Et donc ça c'est, je crois, la réponse plus générale de Negri au début de l'œuvre. Mais mettons surtout les choses au clair du début. Le titre de l'ouvrage de Negri est tiré d'un vers de l'un des chants les plus célèbres de la production poétique de Leopardi, et tout Lenta Ginestra, c'est le vers 297 qui ouvre la septième et dernière strophe du poème. Et lente est un adjectif que Leopardi emprunte au latin de Virgile dans le Géorgique, lente geniste, c'est Géorgique deuxième, et qui signifie littéralement souple, flexible. Dans le dernier poème de Leopardi, la Ginestra, Negri perçoit le fruit désormais mûr et pourtant, pourrait-on dire, presque unique, d'une très lente, c'est-à-dire longue mais aussi souple et sinueuse, méditation qui traverse l'esprit et la plume du poète depuis sa jeunesse. Ce n'est donc pas un hasard si ce dernier poème de la production de Leopardi, auquel le volumineux essai de Negri consacre un espace matériellement restreint, est néanmoins rappelé dans le titre même de l'œuvre. Le genêt est l'arbuste odorant
qui adoucit la prêté rugueuse et aride du paysage vésuvien. C'est l'être vivant qui, physiquement et métaphysiquement, subit la force destructrice indifférente de nature minérale. Face au destin des morts qui menace toute forme vivante, le génie fait preuve d'une dignité sans arrogance, d'une modestie étrangère à toute lâcheté. Dans cette résistance douce, c'est-à-dire, le mot en italien c'est molle, c'est-à-dire tendre, la fleur du désert imprime sur la surface du monde un sens propre, minuscule, mais incontournable. Mais si ces brèves traces correspondent à des analyses bien connues du chant, il est moins évident en revanche de se demander avec Negri comment une telle forme de résistance du sens à la puissance nivellante du néant peut se donner et devenir possible. Et c'est ici que nous revenons à cet adjectif lente qui indique souplesse et mobilité, c'est-à-dire les caractéristiques qui par excellence distinguent les vivants du non-vivant. Le génie est en ce sens l'image d'une force contrastante et mobile qui traverse ce qui est vivant et s'oppose, c'est-à-dire crée une résistance à l'indifférence immobile de ce qui ne l'est pas. La vie est dans cette acception une existence qui résiste à l'annihilation du sens. Naturellement, cette souplesse innée du vivant, cette mobilité, correspond chez Leopardi, comme Negri le rappelle, à la mobilité du désir. Le désir, je rappelle pour ceux et celles qui ne connaissent pas la pensée de Leopardi, le désir c'est en fait le désir d'un plaisir, un désir infini, d'un plaisir infini, qui naturellement a comme effet la douleur. Parce que c'est dans le matérialisme, dans la vision matérialiste de Leopardi, l'infini n'existe pas matériellement et donc le contenu du désir, cet plaisir qui est le bonheur, n'existe pas, est impossible et donc il y a toujours un écart qui produit la douleur. Cependant, et c'est là l'une des thèses les plus fortes qui soutient Negri dans son essai, le lent travail poétique et conceptuel conduit Leopardi à montrer que l'éthique, donc cette dimension du désir, est capable de percer la surface de l'être pour la transformer. En ce sens, pour Negri, douleur et désir sont des forces ontologiques orientantes, car leur impulsion, si elle est conjointe à l'activité vitale et fébrilement productive de l'imagination, permet de perforer la pellicule de l'indifférence et d'insuffler un nouveau sens dans la trame de l'être. Cet effort de traduction, cependant, ne s'achève qu'au moyen de l'imagination, c'est-à-dire cette faculté que Negri définit comme constitutive et non cognitive. L'imagination est la fonction première et constituante de la nature vivante. Elle est en effet, selon Leopardi, la plus poétique des facultés, car elle permet de percevoir les ressemblances entre les choses qui sont dissemblables ou qui paraissent dissemblables et les différences entre elles, celles qui paraissent les plus similaires. En outre, l'imagination donne un contenu vivant et singulier au désir infini de plaisir, c'est-à-dire au désir de bonheur, comme je disais auparavant. Et un autre mot est rendre réel ce qui ne l'est pas, à savoir précisément des entités comme l'infini, le bien, la vertu ou des états impossibles comme le bonheur. Par cette action toute naturelle, l'imagination étend, affirme Negri, la surface de l'être en multipliant les mondes et les absolus. Negri insiste en particulier sur un passage peu lu de Zibaldone dans lequel Leopardi écrit, je cite, que son système ne détruit pas l'absolu, mais il le multiplie, c'est-à-dire qu'il détruit ce que l'on croit être absolu et rend absolu ce qu'on qualifie de relatif. Et je dois citer un passage au fond de ces fragments. Leopardi écrit que toutes les perfections relatives deviennent ainsi absolues et les êtres absolus, au lieu de disparaître, se multiplient en étant différents et contraires entre eux. C'est une pensée du 1821. Toutefois, cette œuvre d'extension ne veut pas seulement au niveau de l'existence singulière, mais elle est capable de modifier l'organisation même de la vie,
à partir des modes de la relation entre les êtres, guidés à travers l'imagination par la curiosité, l'amour réciproque et l'extériorité généreuse qui, par exemple, caractérise, selon Leopardi, le monde grec, jusqu'à des véritables modifications des organismes. C'est ici l'importance du sensualisme et du matérialisme de Leopardi, parce que c'est l'imagination qui donne un contenu à la volonté d'agir. C'est elle qui pousse l'être vivant singulier à explorer et à inventer de nouvelles manières d'exister, lesquelles, si deviennent des habitudes, transformeront non seulement les cultures, mais aussi les organismes, c'est-à-dire les organes matériaux eux-mêmes. Et donc, dans ce sensualisme radical et sui generis auquel Negri consacre des pages vraiment passionnantes dans son essai, la fonction cognitive déborde dans l'ontologie et devient un principe constitutif et constituant de l'être. Pour comprendre plus précisément ce que Negri entend, il faut cependant se référer à un passage de Zibaldone dans lequel Leopardi, pour la première fois, attribue une sorte de finalité au monde naturel. Je cite: « On peut affirmer avec certitude que la nature, j'entends par là l'universalité des choses, est composée, formée et ordonnée en vue d'un effet poétique, ou plutôt qu'elle est destinée, organisée et ordonnée pour produire un effet poétique général et d'autres effets particuliers relativement à la totalité ou à telle ou telle partie. La pure raison mathématique ne peut rien ressentir. Il appartient à l'imagination et à la sensibilité de découvrir et de comprendre toutes ces choses. Si elles en sont capables, c'est parce que ces facultés sont en nous, que nous faisons partie de cette nature et de cette universalité que nous examinons. Et seules ces facultés sont en harmonie avec la poésie qui est dans la nature. La raison ne l'est pas. Voilà pourquoi elles sont plus aptes à deviner la nature que ne l'est la raison à la découvrir. Fin de citation. Bien que son matérialisme l'amène à exclure toute forme de téléologie, cela n'empêche pas Leopardi d'interroger donc le profond mystère de la nature vivante. La conscience qu'il n'existe rien au-delà de ce qui est et qui déjà tend à disparaître, ne pousse pas Leopardi à régner un étonnement fondamental, une merveille qui traverse l'être humain au moment où il considère les mesures précises et exactes qui structurent l'arabesque de l'organisation de la vie sur Terre, et en même temps l'imprévisibilité des formes qui émergent de la combinaison infinie des structures, des organismes, des relations, des climats, etc. C'est en vertu de cette merveille, favorisée par la capacité d'imaginer des liens et des différences, que Leopardi peut affirmer que toute la nature est poétiquement orientée. Ou poétique signifie précisément un absolu relatif, en effet un prévu qui émerge avec force, une élévation d'être singulier que la raison n'est pas apte à saisir, mais que l'imagination produit et embrasse. La poésie, selon Negri, lecteur de ses pensées léopardiennes, est précisément la puissance créatrice, poiesis, capable de générer un être nouveau et un nouveau sens. Il écrit, Negri, la poésie est l'agir de l'être, c'est l'imagination qui rompt et constitue la série de l'être, constitution matérielle. Son émergence est une nouveauté matérielle de l'univers, faire naître l'être à partir du néant selon la seule loi de la constitution du nouveau. Pardon, la traduction est la mienne, donc c'est pas la meilleure. Dans les états non corrompus, dans les états civils non corrompus par l'excès de raison, l'activité créatrice de l'imagination produirait ce que Leopardi appelle les illusions naturelles. Qu'est-ce que sont les illusions? C'est difficile à décrire et à donner une définition exacte parce qu'en fait, Leopardi ne la donne pas. On peut dire que l'illusion, c'est surtout le contenu vivant et vif de l'imagination. C'est comme un effet de surface, si on veut citer Deleuze, un incorporel de la théorie stoïcienne. C'est quand même quelque chose qui se soulève sur la surface de l'être en produisant ce qui
n'existait pas auparavant. Et c'est pour ça que Leopardi dit qu'en fait les illusions sont plus réelles de la réalité elle-même parce qu'elles introduisent la nouveauté au niveau ontologique. Les illusions donnent corps et rendent vivantes les contenus du désir. Elles génèrent des fantômes comme par exemple les vertus. Elles poussent donc à l'action et envient à la Nietzsche vouée à l'extériorité, comme c'était le cas par exemple du monde antique. Toutefois, ces fables vitales qui soutiennent la vie en la rendant plus mobile et souple ont été détruites, selon Leopardi, par l'œuvre de la raison et de la raison instrumentale et par la découverte du vrai qui coïncide avec le néant. Connues comme fausses, les illusions survivent seulement exclusivement comme fantômes littéraires incapables donc d'unir, de motiver l'action individuelle et surtout l'action collective. Pour Leopardi, l'homme désillusionné n'est pas seulement un homme pusillanime, introverti, mais surtout un homme égoïste. C'est pourquoi Negri insiste sur l'importance de l'illusion naturelle dans la pensée de Leopardi, parce que l'illusion, étant naturellement produite, bien que réprimée, ne peut être complètement éradiquée du consortium humain. Et en fait, c'est pas vrai que les illusions, même si Leopardi dit il parle de la destruction des illusions naturelles. En fait, c'est pas vrai que l'imagination perd la capacité de produire ces illusions. Et en fait, il y a une illusion naturelle qui résiste aux forces impitoyables de la raison néolibérale et qui est capable de réveiller toutes les autres, selon Leopardi. Cette illusion, c'est l'amour qui, il dit, rend à l'âme la grandeur et la générosité perdues. Et comme l'écrit Negri, l'illusion amoureuse se détache de l'indifférence et renverse les conditions du néant en conditions de création. Sa particularité, c'est qu'il s'agit en effet d'une illusion qui devient en effet singularisée, mais qui a la capacité de produire cet absolu dont on parlait auparavant et donc de devenir poétique et poétique. Il crée, l'illusion amoureuse, des rapports et des relations, et il est donc naturel que ce soit une telle illusion qu'il faille se référer pour comprendre ce que Leopardi entend par son célèbre appel dans la Ginestra à la social catena, parce que l'amour est l'illusion qui permet aux vivants de se reconnaître dans les destins communs et dans la lutte commune de résistance. De ce point de vue, c'est la production imaginative des relations d'amour, la production imaginative des illusions d'amour, permet de créer un territoire commun qui est et peut devenir social catena, c'est-à-dire un front de résistance de l'existant. En d'autres termes, c'est seulement à partir de l'activité imaginative et de son contenu, l'illusion amoureuse, qu'il est possible de construire un territoire de lutte, de construction et de constitution. Imaginez, écrit à la fin de son œuvre Negri, et puissance de constitution du monde d'innombrables mondes. C'est la semence du cosmos. Si. Merci Gianluca, quand tu veux. Et bonjour à toutes et à tous. Je voudrais remercier d'abord les organisateurs et les organisatrices du colloque pour avoir accepté ma proposition d'intervention. C'est très beau d'être ici à Paris et de parler de temps libre. Et mon intervention va se concentrer sur un ouvrage de Negri, Art et Multitude, qui est un recueil de lettres et d'interviews publiés entre la fin des années 80 et 2014, dans lesquels Negri aborde la question de l'art et des catégories esthétiques dans l'ère postmoderne. Et il s'intéresse aussi au rôle de la création artistique dans l'élaboration de possibilités révolutionnaires. Et ma présentation va s'attacher en particulier sur cette question esthétique de l'acte de création, en montrant comment, chez Negri, cette question est fondamentalement liée à la dimension ontologique et éthico-politique. Commençons en disant que le projet philosophique et politique d'Antonio Negri est traversé
par un enjeu principal, comprendre comment, dans un monde conditionné par le capital, il devient possible de faire émerger, donc de créer des possibilités d'être alternatives, c'est-à-dire des subjectivités, des formes de vie, des formes de résistance nouvelles, une nouveauté révolutionnaire à partir de ce qui est déjà là, à partir donc de l'histoire et du vide de sens du marché capitaliste. Cette problématique permet d'ailleurs de reconnecter la pensée de Négri à une tradition philosophique française qui relie des auteurs comme Merleau-Ponty, Michel Foucault et Gilles Deleuze en ce qui concerne l'interrogation du rapport chiasmatique entre nouveauté déjà là, entre résistance et pouvoir, entre événements et histoire, et sur la réflexion autour de la question ontologique de l'acte de création. Mais ce qui caractérise Négri, en particulier dans Art et Multitude, est le fait d'enquêter ces questions à partir d'une réflexion esthétique sur l'art comme acte de création qui produit du nouveau être. Cela permet à Négri de poser simultanément la question ontologique sur la production de l'être, la question sur le sens de l'être produit ou que l'on veut produire, et la question sur le sentiment qui ouvre à ces deux types de production ontologique. On verra, c'est le sentiment du sublime. Sur ces 3 points va donc s'articuler ma présentation. Pour Négri, l'activité artistique, synthèse de la technogenèse et de l'anthropogenèse, je cite, est toujours inscrite dans un monde de production spécifique qu'elle reproduit, ou plutôt qu'elle produit et conteste simultanément, qu'elle subit et qu'elle détruit. Cette conception matérialiste nous amène à considérer l'art non pas comme une sphère complètement autonome et détachée de la vie sociale, mais comme une forme singulière de la force de travail, et permet ainsi de saisir la double nature de toute production artistique dans l'ère du capital. L'art est à la fois marchandise et activité créatrice, poiesis. Comme ça, je me reconnecte à la question de la poésie. Cette tension caractérise la spécificité de toute activité artistique. Et c'est précisément sur le second aspect, donc sur l'art comme poiesis, sur l'art comme acte de création, sur l'activité poétique comme activité poétique, qu'on porte davantage son attention. La poésie comme poiesis est, je cite, puissance de l'intelligence et du sens, pouvoir constituant. Fin citation. Par là, Négri suggère que l'acte poétique, l'acte de création, ne consiste pas simplement à représenter le monde, mais à le produire effectivement. Dans cette caractérisation, l'activité de création est donc une puissance ontologique, qui n'est pas l'exclusive d'une classe, mais qui présente plutôt la forme d'une véritable capacité anthropologique. En ce sens, la création artistique devient alors, je cite, la figure même de la puissance de l'être créatif dans le monde. Dans la mesure où il consiste à produire de l'être, de l'ontologie, l'acte de création, l'acte créatif, est une pratique qui peut ouvrir une rupture événementielle à l'événement, c'est-à-dire un moment où émerge une différence entre l'avant et l'après, une ouverture révolutionnaire à la vie où se produit de la nouveauté. L'acte de création permet donc, je cite, une exploration créative de l'avenir, fin citation, qui dépasse les limites d'un moment historiquement donné et qui dépasse donc le vide et le manque de sens du monde capitaliste. Ce qui est particulièrement intéressant chez Négri, c'est qu'il voit dans l'acte de création la possibilité d'une excédence, d'un dépassement. Parce que la création est aussi une démesure, une excédence ontologique qui découvre un surplus de productivité. L'acte de création est ce qui excède les déterminations du présent, ce qui déborde les cadres de possibilités données historiquement pour en ouvrir de nouvelles. Mais, et c'est là le point crucial, cette excédence n'est pas extérieure à la réalité matérielle et à l'histoire. L'événement multitudinaire de l'acte de création n'advient pas d'un ailleurs mystérieux
n'advient pas ex nihilo, mais surgit au sein même de la matérialité du monde, dans un champ de force historique, naturel, social et politique. C'est un processus de production créative, continué et intériorisé à la matière. Comme Negri l'écrit, je cite, « L'événement n'est pas un dehors, mais une explosion interne. L'impossibilité à passer au dehors est ce qui annonce donc l'excédence créative. » Fin de citation. Cette explosion interne de créativité est ce qui permet précisément de dépasser les contradictions du présent, non pas en s'évadant, mais en les transformant de l'intérieur, à partir de ce qui est déjà là. L'acte de création est donc pour Negri un processus de transformation métamorphique continue de l'être, c'est-à-dire des subjectivités et du monde. Or, la réflexion sur l'acte de création amène Negri à s'interroger non seulement sur la production de l'être, sur l'événement, mais aussi sur le sens, c'est-à-dire la direction de cette production ontologique, en établissant donc un lien nécessaire entre événement et récit. Negri affirme en effet que, je cite, « La crise de l'événement révolutionnaire est liée à la chute du récit révolutionnaire, et seul un nouveau récit parviendra à déterminer la possibilité de le penser. » Fin de citation. Le récit est donc le dispositif imaginatif qui sert à nous remettre dans une situation d'attente de l'événement, mais surtout est ce qui permet de nous remettre dans la position projectuelle de sa construction, de sa réalisation. Pour Negri, l'art devient le lieu privilégié où peut s'élaborer, donc on peut créer ce nouveau récit sur l'être capable de donner forme et sens à de nouvelles possibilités ontologiques. En lisant le futur comme imagination en acte, l'activité poétique, l'activité de création, produit le récit de l'alternative ontologique, le dessin implicite de l'excédence ontologique qui permet à la rupture et à son poids ontologique de se déployer. Dans le récit, l'imagination de la multitude, en tant que fonction de la poiesis, est en mouvement. C'est une imagination, comme le disait Valentina, productive, qui a le pouvoir de construire le sens du monde à chaque pas. Ainsi, l'acte de création fournit pour Negri les bases de l'événement, c'est-à-dire de cette rupture ontologique qu'on recherche. Et en même temps, à travers le récit, en fonde le sens nécessaire pour son déploiement. Le geste artistique ne peut donc se contenter d'être un geste formel, mais doit porter un sens, c'est-à-dire une direction et une valeur. Il doit fournir le sens et la direction à l'être pour imaginer et produire cette alternative ontologique qui Negri appelle le commun. Pour Negri, je cite, « Le désir même du commun est un agir qui veut sens et direction. » Fin de citation. Il devient ainsi nécessaire de réfléchir sur l'horizon de sens, sur le sens du commun, c'est-à-dire sur la sensibilité qui fonde notre capacité même de nous associer et de communiquer. Et comme vous le voyez peut-être, il s'agit d'une reprise de la question kantienne du sensus communis, du sens commun. Et d'ailleurs, Negri le reconnaît lui-même plusieurs fois en citant Kant. Mais cette question du sens commun est abordée pas par une perspective transcendantale comme chez Kant, mais par une perspective historique, matérialiste, pratique et sociopolitique. Il s'agit donc de réfléchir sur le commun, c'est-à-dire sur le sens et la direction que l'événement multitudinaire de l'acte de création doit prendre. Créer un sens pour le commun est donc la question qui accompagne la question ontologique de l'acte de création. Mais quel est ce sens que l'on recherche? Pour Negri, le sens qui doit orienter l'ontologie, la production ontologique, la production de l'événement, du commun, est d'abord un sens éthique. Et donc cette construction du sens qui trouve dans l'art une référence privilégiée est ainsi, comme chez Kant d'ailleurs, indissociable de la question éthique. Kant, dans la critique de la faculté de juger, le beau est symbole de moralité,
Ainsi, chez Negri, je cite, le geste esthétique rencontre sur son chemin la décision éthique. Fin de citation. Il s'agit donc de penser, je cite, le commun comme sublime éthique, le commun comme sublime esthétique. Fin de citation. Le commun, donc, comme horizon de sens à la fois éthique et esthétique, c'est-à-dire axiologique et normative, est ainsi défini premièrement par Negri dans les termes de l'expérience esthétique du sublime. Cette intersection de la raison et de la sensibilité, ce sentiment qui permet le passage à la dimension pratique. Le sublime, en effet, est traditionnellement la forme de l'excédence. C'est un sentiment de tension face à la démesure. D'un côté, c'est un sentiment lié à la terreur et à l'angoisse. De l'autre, c'est un sentiment lié à la puissance. Et justement pour cette dualité, Negri reconnecte ce sentiment à la question de l'excédence ontologique, à la question de la puissance de l'imagination, qui caractérise l'acte de création face au marché capitaliste et au postmoderne. Au-delà des deux formes kantiennes, c'est-à-dire le sublime mathématique organisé sur la limite de la grandeur infinie du nombre, et le sublime dynamique qui identifie la limite dans l'immensité démesurée de la nature, Negri propose une troisième forme de sublime, définie avec différents noms, sublime éthique, sublime esthétique ou sublime ontologique. C'est intéressant parce que c'est exactement le lien entre ces trois dimensions qui nous intéressent et qui intéressent Negri. Et ce sublime est, je cite, figure et explosion de la création elle-même. Ce sublime s'articule sur l'action éthique. Ce sentiment du sublime, cette expérience, nous impose une expérience de l'absolu négatif, au-delà de la limite du monde insensé néolibéral, face auquel on ressent de l'angoisse, en nous ouvrant à l'expérience pratique du dépassement dans l'imagination productive de l'acte de création. Le sentiment du sublime est donc une émotion qui prépare la libération de l'imagination pour créer l'alternative ontologique. Cette imagination traverse et dépasse le vide et l'apport du marché capitaliste pour déterminer un événement de rupture, un dépassement ontologique qui se révèle être de nature éthico-politique. Le sublime s'enracine donc, pour Negri, dans la pratique ontologique productive. C'est un sens de la limite qui se transforme en urgence de l'imagination, qui nous arrache à l'impuissance et à l'angoisse, ouvrant à la puissance ontologique de l'acte de création. C'est un saut du théorique au pratique. C'est le sentiment esthétique et éthique à la fois, lié au moment de rupture et d'ouverture vers de nouvelles possibilités de l'être. Le passage à la puissance de construire un monde sensé, cette alternative ontologique ouverte par l'acte de création, est donc pour Negri un passage à l'éthique, un passage de la théorie à la pratique, un passage à l'action. L'expérience du commun comme sublime n'est possible que dans la mesure où le sujet se configure comme sujet moral. C'est pourquoi ce troisième modèle de sublime s'articule premièrement sur l'agir éthique et sur la constitution d'un télos multitudinaire et matérialiste, c'est-à-dire une finalité qui n'est pas transcendantale comme chez Kant, mais historique et immanente à la multiplicité des singularités qui composent la multitude. Une finalité qui surgit d'en bas de chacune et de toutes les singularités simultanément, comme projet de liberté. L'éthique doit alors être comprise chez Negri comme un véritable élément de refondation ontologique. Ce troisième modèle de sublime se présente sur le bord extrême de l'amour, encore une fois, en sens spinozien ou léopardien, c'est-à-dire cette force à travers laquelle on construit la solidarité des corps et les décisions de l'esprit. L'amour est pour Negri une poésie collective. Le désir, l'attention vers une alliance de corps poétique ou poétique, comme subjectivité hybride de l'histoire qui dépasse le sublime et à travers l'acte de création ouvre au commun. Et l'art n'est rien d'autre que la production et l'amour de cette multitude.
Pour conclure, si l'expérience du sublime, comme point limite, nous a montré la voie, l'élément décisif consiste pourtant dans le passage à la pratique, dans le fait que nous voulons que notre émotion soit action. Action qui est à entendre comme une action sur la vie, je cite, de l'intérieur même de la vie, pour en qualifier la dimension commune, pour y construire un sens. Fin de citation. Une action qui est donc une praxis éthique, mais aussi une poésis esthétique. Un acte éthique de création. Le marché et le postmoderne sont dépassés pour Negri par la puissance et par l'éthique. Et précisément, je cite, l'art est à la fois puissance et éthique. L'acte de création se présente donc comme porteur de l'éthos multitudinaire et constitue une praxis matérialiste orientée vers la construction ontologique alternative de l'avenir, vers la reconfiguration du monde et des formes de vie, vers l'imagination, c'est-à-dire le récit, et la production ontologique, c'est-à-dire l'événement, d'un monde pourvu de sens alternatif comme projet de la communauté humaine. C'est la création esthétique et ensemble ontologique et éthico-politique d'un nouveau monde possible. Merci beaucoup. Merci. I give donc Emilia will start with the presentation. Yes, a moment. I'm sure. Perfect. Thank you, Marta, and obviously thanks to the organizer for this very stimulating workshop. So I would like to talk about monstrosity, and because monstrosity inhabits the peripheries of Western culture as a persistent spectre, an haunting presence questioning the foundation of normality. And it emerged in a sort of inverted mirror of order, uncanny force that unsettled every reassuring symmetry of identity and law. Thanks to the abysmal ambiguity of the monster, it's possible to imagine different and new scenarios beyond the ordinary, because, as brilliantly stated by Negri, the monster appears to disavow any normality. Its existence makes us understand how nature can come up of any otherwise premeditated order. Within this theoretical horizon, Michel Foucault and Tony Negri stand as cartographers of anomaly, sketching the contour of power and subjectivity where the figure of the monster appears as a threshold, anomalous, productive of cipher of disorder, and at the same time a sort of new potential. Against this background looms the sinister silhouette of Cesare Lombroso, the father of criminal anthropology, who sought to imprison monstrosity within the constricted boundaries of positive science. So this paper seeks to explore the concept of monstrosity through the prism of these three thinkers, drawing out tension, divergences, and the latent dangers involved in the very act of naming the abnormal. So, going ahead, monstrosity in Michel Foucault. Michel Foucault told monstrosity does not constitute a mere ontological deviation or biological aberration, but it's in a historical constructed discursive object, a site through which society delineated the boundaries between the permissible and the forbidden, the natural and the unnatural. And in his seminal lecture at Collège de France, in particular in the Les Abnormaux, Foucault explored the figure of the monster as one of the early juridical categories throughout the Western legal system framed transgression. The monster in this concept, it was not simply a rare deviation, but an emblematic hybrid. A being was very existent in the similar way violate natural law and the human status.
Foucault traced the genealogy of monstrosity from its theological conception in the medieval period, where it functioned as a divine portent, to its secular transformation in the modern age into medical legal anomaly. In the medieval cosmology, the monster was imbued with a metaphysical significance, often seen as an omen or a message from God. However, as modernity unfolded and the knowledge system became increasingly secularized, monstrosity was absorbed into the clinical and the juridical apparatus of the state. It became an object to be observed, classified, and contained. Thus, monstrosity was transmuted from symbolic wonder to pathological deviance. What emerges from its historical evolution is a clear articulation of how power and knowledge coalesce. For Foucault, monstrosity is central in the functioning of the disciplinary power. It operates as a limit case that enables the normal to define itself. So the monster did not simply stand outside the normative order, but it helps to constitute it. Throughout the identification and regulation of the monsters, the state reinforced the logic of normalization that underpin its institution, including prisons, psychiatric hospitals, of course, and school. This form of governance is not contented to eradicate monstrosity, but instead seek to administer and integrate into a rational grid of control. So the body of the monster does become a battleground when the law, medicine, and morality intersect. But in this sense, the monster functions as an epistemological operator, a concept that enables the state to produce truth about the body, the mind, and the soul in the service of the social regulation. Monstrosity in Foucault's world is not simply a matter of fear or fascination, but is a production. The monster produces knowledge, necessitates control, and justify intervention. As such, it's always politically significant. The logic of biopolitics, which governs population throughout health, hygiene, and normalization, relies in the existence of monsters which must be excluded, but never entirely eliminated. To summarize, Foucault's treatment of monstrosity discloses a threshold figure, a strategic figure within the broader matrix of power and knowledge was present what destabilizes and sustains the modern social order. What about Negri and art? In their philosophical framework, monstrosity is not pathologized, not treated as a deviation to be corrected, but is reclaimed as a figure of the ontological and political potential, the embodiment of the subjectivity that exceeded the resist, the codified structures of the capitalist command. Whereas traditional thought, rooted in the theological and medical paradigms, the monster were considered always error of deficiency, Negri reconceptualized as a sign of creative excess, the manifestation of the multitude capacity of the rupture, transform, reconstitute the social order. Central to the revaluation of the notion of productive monstrosity, tests such as the Savage Anomaly or Empire with Michael Hart, of course, they portray the monster not as an aberration, but a figure, a living contradiction that exposes the artificial unity of the legal, political, and economic regimes. This monstrous subject is not merely not compliant, is sort of otherness, a force that cannot be totalized, managed, and neutralized with existing paradigms of sovereignty and normality. So the monster for Negri is not marginal because it is deviant. It is marginal because it anticipates a new center. This reading is amplified in the collective volume
the desire of the monster from the circus to laboratory politics. Here the monster becomes a laboratory of metamorphosis, a liminal space where desire, production, and subjectivity intersect in a way completely different than before. No longer relegated into error or pathology, monstrosity is positive as a vital engine or the post for this transformation, where life resists capture and invent new grammars of existence. So the theoretical horizon also implies a radical rethinking of desire. Unlike the psychoanalytic model where desire is linked to lack or deficiency, Negri conception sees the desire in the monster as a constitutive and expansive force. So, in this sense, the monster in this light is not a symptom to be diagnosed, but a gesture of a refusal of integration, assimilation, and passivity. So, the power of the monster in this case is power of liberation. It is possible to imagine an immanence and incredible vitality. This monstrous vitality is the wild anomaly that refuses the reduction and continuously invents new way of being. In so doing, the monster becomes a constituent subject, not a passive subject of power, but an agent capable of initiating new political ontologies. Whereas Foucault maps the monster as a threshold of biopolitical normalization, Negri imagines as a field of insurgent potential. So monstrosity becomes a name from that which cannot be domesticated, a force that disturbs, disrupts, and ultimately reinvents the condition of political community. So the monster's access that Negri locates in the promise of freedom, not as an abstract ideal, but the embodied material struggle of singularities against the homogenizing logic of empire. In stark contrast to the ambivalent and critical engagement with monstrosity proposed by Michel Foucault and Toni Negri, Cesare Lombroso represents the scientific fixation with classification and determinism. His criminological project seeks to neutralize the monstrous not through critique of political subversion, but through measurement, observation, and taxonomy. Monstrosity for Lombroso is neither an epistemological construct nor a political potential. It is a biological fact, a pathological residue of evolutionary regression. In this most influential work, L'uomo delinquente, the criminal man, Lombroso articulates a theory of the born criminality, which includes the monstrous, is not metaphorical but literal. It resides in the body, in the shape of the skull, in the asymmetry of the facial features, the presence of physical and psychological stigmata that betray a degenerative lineage. So, the most emblematic example of this attitude is given by his famous discovery, due to Lombroso, of the median occipital fossa in the skull of Giuseppe Villella, a 70-year-old from Calabria, under suspicion of robbery, who died in prison. According to Lombroso, this was the evidence that criminals there are frequent monstrous regression that approach man to the lowest of animal. End of quotation, which is the premise to his theory of the born criminal. This vision turns monstrosity into a visible sign of moral and social deviance. It indicates the possibility of freedom and transformation, replacing that with a fatalistic determinism. The monster in Lombroso's scientific imagination is not a socially produced identity, but a naturally occurring trait, an enemy, within that must be surveilled, classified, and isolated. This approach led to the birth of a specific field that is of monstrous criminality.
But paradoxically, this obsession with capturing the monsters to empirical precision results in this proliferation. The more Lombroso seeks to isolate deviance, the more it appears as permeate the social fabric. Modern cities, in his view, are populated by degenerates, imbeciles, and bored criminals, and marked with physical sign. The theoretical triangulation formed by Michel Foucault, Toni Negri, and Cesare Lombroso offers not merely contrasting interpretation of monstrosity, but distinct ontologies of the abnormal. Their differences are not only methodological, but concern the very status of Monstrosus as a political and epistemic figure, as a threshold and a force of biological inevitability. For Foucault, the monster functions as an unstable threshold, a necessary deviation that allows disciplinary societies and demarcate and reinforce normative boundaries. Monstrosity in this framework is not eradicated, but strategically mobilized. It is a mirror darkly in which normality recognizes and secures itself. The emergence of modern institutions, prisons, asylums, psychiatric hospitals, and so on, relies on the monsters and not as an exception, but as a structural element of governance. Anomalies in Foucault's view are internal to the mechanism of the control, not exterior to them. Negri, by contrast, offers a revolutionary reinscription of monstrosity. The monster is not produced by power, but resists it. It does not consolidate normality, but destabilizes it from within. Monstrosity became a constituent subjectivity, the living force of the multitude that exceeded the representation and resists codification. In its formulation, the monster is not an object of fear, but a carrier of hope, a being that prefigurated the alternative form of community and collective life. Lombroso, however, embodies the most constructive, dangerous reading of monstrosity. For him, is not constructed or productive, but determined by nature, so immutable. The divergence between these thinkers thus lies in their capacity to imagine the monsters not as pathology to be treated, but as a critical lens throughout which interrogate the production of normality, power, and resistance. Where Lombroso readers of monster mute and miserable, Foucault listens its discoursing echoes and Negri channels his revolutionary cry. So the figure of the monster crosses the history of thought as a pulsating scar, delineating the unstable boundaries between order and disorder, nature and culture, normativity and resistance. In Michel Foucault, monstrosity emerged as a discursive artifact of power, a seat where normalization operates. In Toni Negri is a generative force, a vehicle of ungovernable desire and political creativity. In Cesare Lombroso, it ossifies into a biological mark, a fatalistic sign of regression. Through these contrasting lenses, monstrosity really reveals itself not as a relic, but as a critical operator in the ongoing context of identity, power, and the possibility of freedom. Thank you very much. Thank you very much, Emilia. Margherita, you can start. Okay, I don't know if I am a monster or an illusion of love or an act of creation, but anyhow, I'll go. Okay, I quote from Toni, Constituent Time. The dream of a time constituted by the antagonism developed by Machiavelli, Spinoza, and Marx finds a real foundation. I could summarize this dream in three elements: potentia as construction of the ontological common,
time of revolutionary living labor, and Kairos, decision as generation of temporality. Allow me to follow this trace of his dream and imagine it farther, or maybe pushing it to the extreme, I don't know. These three elements are summarized in Tony's comment to Deleuze' La grandeur de Marx, which is in Kairos Alma Venus, and I'm quoting, in his La grandeur de Marx, Gilles Deleuze speaks of the common notion of communism, in this case, as the possibility of translating the community of the episteme into an ontological common. The common name is the teleological trace that unites events in the construction of a community, or rather, it is the ontological composition of events that is expressed as potentia and that is imagined as a reality to come. End of quote. Tony never stopped to express this potentia, to track it down, to imagine it as a future, avvenire. One quote for all, I'm quoting, living labor is Kairos, a restless creator of the future. Living labor takes the world in hand, transforms it, and innovates it radically in the common. The ontological inquiry is conducted by those who express living labor, new potential of temporality. End of quote. His trace in me is the composition of this ontological common, which became my attempt to construct the political causa sui. The construction of the political causa sui, which is an element of the passage from the epistemic common to the ontological common, goes to the core of a new fold of composition of the singular with the multitude, of conjugating adequately principium individuationis and multitude, the singular and the social, from within. Because that universal need that, according to Tony, is the element of the inversion done by communism, is now suffering and needs, I think, new modalities of composition. So to go with Tony, beyond Tony, but still within Tony, I would like briefly to share three elements from my work. First, critique of capital as metaphysics, prospective virtue versus presupposition, and then from common notions to a materialistic differential. The first element of the construction of the political causa sui is an alternative archaeology of capital structure, which reads and deconstructs capital as a very physical metaphysics. This alter archaeology ebbs in a materialistic differential, which finds broader concepts in Deleuze's intensive, in Guattari's hétérogène machinique, and more recently in the differential heterogenesis, which is a concept that Alex Sarti is developing. Tony's ontological common, the construction of the political causa sui, moves from the common notions to the materialistic differential to imagine possibilities to free living labor or life from the yoke of any exploitation. First element, capitalism metaphysics. There is a theoretical line that reads the birth and development of money capital in an alternative way. Tentatively, I have constructed it like this. Birth of coinage, birth of abstract thought and metaphysics in the 6th century before current era. Then birth of valor super adjunctus in the Western Middle Ages. Then first poor laws in 16th century England, in which poverty becomes governmental management. Then second poor laws in 19th century England, and here the management of the poor becomes techne with the workhouses. Then virtualization of production or intensification ad infinitum of exploitation today. The main characteristic of this theoretical line sees the asymmetry of exploitation in the continuous production of abstraction extraction, as yesterday Veronica and Sandro were saying. The more abstraction is refined, the greater becomes the abyss of exploitation. Exploitation is an extraction, subtraction of our capacity of adequately knowing, of adequately acting, of adequately producing our lives in further being. I believe that the ontological, gnoseological leap by which surplus value can be produced by the mechanism of capital is that seminal ratio, which is a concept of the Middle Ages, which in the Middle Ages was the just profit of usury. That is, manipulation of time taken as the true machine of surplus. It was therefore not only labor,
or the relationship between labor and capital that opened the way to the increasing theft which surplus value is. It was the concept that money lent had in itself a fruitfulness that had to be quantified. Money that produces money was born there as economic eminence. I, money lent, am worth more than I am now. I am worth the future time that the owner loses in giving me to you. This future time is its fructification, separable from the body for which the money stands. So, surplus value is the relationship of money to itself with the temporal perspective within it. Money as fruitful seed, as seminal ratio precisely. From here, it is simple to insert this fruitful time, prospective time, into the body or working time of the worker. It is surplus labor, coercive labor, which does not correspond to a salary, and which today has extended to the point of becoming non-work, submerged in unfair salary. This seminal ratio individuates the first dismeasure, valor superadjunctus, that will arrive later at surplus value. The matrix of exploitation is virtuality, a violated virtuality whose becoming is fixed in a presupposed order relation, which is value. A perspective time of use of that money body expressed in an abstract anticipation of value, which in origin is a social relation, and in valor superadjunctus breaks this social relation, breaks the multitudinarious embedded composition of the singularity to become an asymmetrical, unilaterally appropriated, self-multiplying engine. To this nature of capital runs parallel its antagonistic figure, the common, as an adequate virtuality. Let me call it the virtual of the causa sui, which is a Spinozian concept. The virtue of the adequate causal composition of bodies in the social relation, which is ontological value as plus of being, production of further life. Here, time finds again its natural generative pace in the marvelous union, which is a passage, commutation of natura naturans and natura naturata. As Deleuze wrote, and Tony quotes in Kairos Alma Venus Multitudo, we have reached the epistemological common, we now have to build the ontological common. Tony gave us the elements, the coordinates to build the ontological common. His reading of Spinoza, of Marx, of the teaming of the world together with Michael Hart. Following his trace, I would like to propose another brick of this ontological common. In order to take valor superadjunctus away from constituting the exploitation of the worker, I think that it is necessary to adequately know the originary jump, the first dismeasure produced by capital's theoretical structure, that engraved possibility of the asymmetrical appropriation prepared by the presupposition. It is this presupposition, this same asymmetrical appropriation, that originates the superadjunctus of the Middle Ages. The mechanism of this is inscribed in the notion of the virtual. Once we recognize that this presupposition or asymmetrical appropriation, exploitation, is nothing metaphysical, that is, it is made as such in order to be dominated, but in fact is a thought anticipation of value, a concerted theft of lifetime, that to individuate what is extracted, what the quantum of common, as Tony would have said, to be appropriated, becomes immediately known, therefore something which can be opposed, destruction of capital as metaphysics and construction of the common. This goes in parallel with an understanding of the matter of life as open field of forces. Nothing is caged in a pre-ordered structure, but it is time which poses itself in being, kairos made flesh. This is Tony's revolutionary materialism, engagement in constituent being. So let me summarize up to now. Capital is a very physical metaphysics, that is, an a priori presupposition of an asymmetrical relation of power. It produces misery, it covers dismeasure. Our task is to give the dismeasure to common knowledge. The engine of capital is a transcendent relation to itself that, in order to produce an excess, should base its life mechanism in the exploitation of the life force of others, in the setting of an asymmetrical power relation over them. We can unmask this transcendent relation to itself and know the asymmetrical power relation that harnesses us, because in front of capital as metaphysics, there is poverty as potentia.
poverty as the insurging need of constructing a collective being, poverty as the condition of a generative ontological common. Because we know that poverty is the common notion. I'm quoting, "The poor is the common of the common. The poor producer of that common from which she is excluded is the engine of materialist teleology, because it is only the multitude of the poor that can commonly build the world, continuously pushing itself beyond the limit of the present." End of quote. This is Almaverus. This common notion uncovers the transcendental relation to itself of capital, the asymmetrical power relation that enslaves us. The poor builds the common from which she is excluded. Transcendental thought orders by exploiting and removing the common from the dismeasure. We start from the dismeasure that is the common. I quote, "The experience of poverty is a practice of dismeasure." It is this constant, continuous practice of the dismeasure, implanted in the present, that wants to speak, to make itself alive, in a new composition of both production and subjectivity. Second point, perspective virtue. There is a student of Deleuze, Yves Thoreau, who in her last book says that Spinoza's parallelism, ratio fiendi, ratio cognoscendi, is a product of Desargues' perspective. I read this perspective as generative time, that is, the relation natura naturans, natura naturata, as time as virtue, time as ontology, generation of being, inner to us as potentia, as Tony has been insisting all his life. Perspective is thus important to us because it is the inversion of the presupposition that constitutes, for example, for Deleuze and Guattari, the exploiting mechanism of capital. It is the materialistic and antagonistic fault of the presupposition. So, capitalist metaphysics is adequately known, that is destroyable in its presupposition, in the common notion which is poverty. Being implanted in the present from the position of the poor, imbued with generative time, we can invert the presupposition. This is poverty as potentia. Third point, materialistic differential. So, time and exploitation. We have presupposition, which I call the virtual of capital, versus prospective virtue. I call it the virtual of the political causa sui. The core mechanism of exploiting our time of life lies in extracting the adequate virtuality of composing our lives through adequate labor and using it, transforming it in the virtual of capital. So, if the self-fructification mechanism of capital in surplus value could be theoretically inscribed in the notion of the seminal ratio, the economic original scene, I believe, has to be placed in that theological field which was so physical of the Middle Ages of Franciscan political economists, thus revealing that we are the first means of production from which capital separates us. So, the lucrative seminal ratio, which is capital, indicates that the excess embodied in surplus value is permitted by a self-fruitful idea obtained from the separation of virtual and actual by appropriating the virtuality, which is prospective time, or time of usury, of the productive relationship. This is Pietro di Giovanni Olivi, the Franciscan economist who was the first to conceptualize capital. The valor superadjunctus is this virtual amount inserted in the body of the lent, thus actuated money. A becoming is anticipated that is not real, but thought, evaluated, estimated to be made fruitful. In this way, time is violated in its nature of incessant free movement and fruit of relationships. It is violated by being anticipated, abstracted, crystallized in value, and made appropriable, furtively fruitful. Tony's constituent time said it already. To confront and fight this violent anticipation presupposition, the ontological common must be constructed as a materialistic differential. It is the adequate knowledge of capital's abstract separation of our causa sui from us to tell us that the ontological common, the true product of labor, the true social relation, should be built of as a materialistic differential.
There is no homogeneity, there is no equivalence. There must be struggle, work to compose the differential, the difference of the difference, in a materialistic way that is not abstract, not presupposed, not object of power, not dominatable, not extractable, no engine of separation. What is the immediate passage to praxis then? I'm quoting, it is the presupposition that changes. It is a mutation of the subject that intervenes. This is Marx beyond Marx. So I don't know if you know that Marx in his last years was working at the elaboration of a materialistic differential. The nature of Tony's revolutionary materialism, of his revolutionary subject, is that of a materialistic differential. The presupposition that changes place, the transformation of the subject that intervenes. Tony, I believe, has found what Marx was looking for. The mechanism by which the ontological common composes itself is the materialistic differential. The materialistic differential must be thought of as a pluripotent self. It still has to differentiate, and it differentiates in theory. It differentiates by morphogenesis, by differential heterogenesis. If you think of the work of Alex Sarti, Ciotti, and Piotrowski about differential heterogenesis applied to economics, we have the paradigm of the capital machine which blows up with its presupposition, its asymmetry, its theft of our causa sui. Do I have? Yeah? Yeah, 5 minutes. A quote from Alex Sarti, who wrote this beautiful differential heterogenesis, to tell you what they mean. We call it differential heterogenesis from the concept of heterogenesis of Deleuze and Guattari. Unlike physical dynamics, where the space of possibility is fixed a priori, and structural dynamics, where it becomes a space of control, in heterogenesis, the space of possibility is created immanently. Heterogenesis could be defined as the set of dynamics of an ecology of immanence, in that we leave behind the automatism of physics and structural control when we reach the axis of the historicity of dynamics. End of quote. I would like to apply differential heterogenesis, which composes the differentials, that is, the virtualities of which power is composed, in a space of becoming, to capital's power of excess, to capital's right to wealth. In Tony's dream of a constitutive time of antagonism, we would have then, common notion is poverty. The inversion done by communism is the undoing of capital's metaphysics. The construction of the ontological common is the multitudinarious subject as pluripotent self, conjugated and composed in differential heterogenesis, and at once natura naturans and natura naturata. The materialistic differential is then that, I'm quoting, that relation between actual and virtual which forms an individuation in act or a singularization for notable points to determine every time. This is Deleuze from Dialogue with Claire Fanon. Generative intellect is generative potential, and I think of all the movements of resistance and of liberation. The temporality of the materialistic differential is the one of the plateau, pluripotent too, in front of the differential eminence, which is capital's plane, to construct always strenuously the differential immanence, which is our plane, the plane of the poor. Tony's revolutionary materialism, as the wasp and the orchid, had already in it this all, an ontological common made by a path from common notions to the materialistic differential, following that call. We must do the multiplicity if, with very sweet radicality, we want to live. Bisogna farlo il molteplice, se con dolcissima radicalità si suol vivere. Thank you very much, all of you. Merci beaucoup à tous les quatre. Nous allons passer maintenant à une discussion. Il nous reste 20 minutes. Un quart d'heure, parce qu'on a pris un peu de retard tout à l'heure. Donc, s'il y a des questions en anglais ou en français. In English or French, you can ask. I have one for Okay.
first the two of you, and then maybe if you can relate the monster to the sublime somehow. Yes. How? And if you can relate, or if not, you say no, the monster to the sublime. Yes, absolutely. Yes, How? I completely agree with what Gianluca said, because the accidents is a central concept in the monstrosity discourse. So I completely agree. Yes, absolutely. So the monster is an act of creation. Yes, yes. In Negri, of Yes. course. Not in Ambrose. No. Bah, je vais reprendre en français. C'est intéressant parce que parfois, j'ai trouvé dans la Reine Multitude que Negri, le monstre, il associe la figure du monstre au capitalisme et pas à l'acte de création. Du coup, c'est intéressant le fait qu'il y a cette dualité. C'est quoi le monstre? C'est ce qu'on veut dépasser ou c'est ce qu'on veut créer? Is the monster in a positive way, the Oui, monster bien sûr. against capitalism, Oui, oui. not the monstrosity of capitalism. Le monstre est le capitalisme, c'est juste. Non, c'est un passage. Maybe there are two sides of the same coin. So the monstrosity of capital and another kind of monstrosity, the otherness, that is the power of multitude against the empire in the Negri construction. Moi, j'ai une question pour Gianluca, mais pour tout le monde aussi. C'est la place de la perception ou des perceptions dans la vision que Negri a de l'art. C'est-à-dire ce qui est déjà là, le monde tel qu'il est. Quelle place joue la perception comme création, la perception comme conception, et puis après comme production d'un excédent ontologique. Et puis après aussi la place des institutions artistiques, du musée par exemple, dans cette vision du common sense, ou du sens commun, pardon. C'est-à-dire est-ce qu'il existe est-ce que la possibilité d'un espace institutionnel artistique, de création d'un espace artistique commun existe, ou est-ce que le musée, justement, c'est une institution comme celle décrite par Foucault quand vous avez parlé de l'institution qui relies on the monstrosity to exist. Est-ce qu'il y a la possibilité de penser le musée, de le transformer en un espace commun de résistance? Donc, je vais d'abord répondre à la première question. Et d'ailleurs, les deux questions sont bien sûr liées à mon travail de mémoire et de mon projet doctoral par rapport à Bourdieu. Mais je voudrais quand même dans mon travail, essayer de reprendre la pensée de Negri pour repenser ça. Parce qu'effectivement, la question est comment, à partir de chaînes de perception qui sont influencées par la classe sociale, par le genre, par le déjà là, on arrive déjà à se comprendre, parce que chaque classe a des schémas différents. Et comment on arrive à communiquer, à nous associer si on a des schémas qui ne s'entendent pas. Et j'avoue que je ne sais pas exactement si... J'ai pas travaillé sur le texte à partir de la question de la perception, du coup, je ne sais pas exactement dans quels termes Negri part de ça. Mais effectivement, c'est un peu ça la question, c'est comment... Parce que la question de la perception, c'est la question du sens. Et la question est comment on change nos perceptions, comment on change nos schémas de perception et comment on arrive à créer ce sens commun. Et pour mais là, c'est une réponse à trouver, elle n'est pas encore donnée. Il faut quand même il faut quand même rappeler que ce sont les forces historiques, donc les luttes
et les forces matérielles, naturelles et sociopolitiques qui construisent les schémas de perception et donc le sens commun. Il y a une relation qui est dialectique entre la structure et les schémas qui structurent la structure. Et donc il faut comprendre quelle est la dynamique entre les deux. Comment les schémas influencent la structure, mais comment les forces et les luttes influencent les schémas de perception. Pour la question du musée, c'est intéressant. Je pense que il faut pas penser, on peut pas garder la même idée de musée comme espace de légitimation du pouvoir et de l'esthétique dominante. Mais je ne sais pas si on peut repenser le musée. Comment repenser le musée? C'est un peu ça la question. Je pense que quand même, plutôt qu'un musée comme espace de légitimation de l'art, il faudrait changer de perspective et penser toujours d'en bas, toujours penser des formes qui ne sont pas étatiques et institutionnalisées, mais qui viennent de la multitude. Et du coup, mais penser effectivement, comment repenser l'institution muséale pour l'avenir, c'est une question intéressante. Je ne sais pas si vous avez des idées. Parce que, juste voir le texte de Negri, il est ultra prescriptif plutôt que descriptif par rapport à ce que l'art suit le postmoderne, enfin, le capitalisme tardif. Et du coup, la question qu'on peut se poser, c'est, tu l'as dit, c'est la crise de l'événement révolutionnaire. Il y a un manque de récit révolutionnaire. Est-ce que l'art aujourd'hui, il a un récit révolutionnaire? Est-ce que ça existe un art qui a un récit révolutionnaire? Parce que enfin, l'avant-garde tardif des années 70 montrait en fait la limite de l'art, justement l'entrée de l'art dans un système consumériste où en fait chaque production est réutilisée comme un produit à vendre. Si bien qu'aujourd'hui, la dernière avancée de l'art, enfin, vraiment mouvement, c'est le haut. Enfin, on pense même plus à l'ontologie du sujet de la multitude, mais à l'ontologie de l'objet en tant que tel, où l'être humain n'existe même plus. Donc on est un peu face à une impasse justement par rapport à cet art qui est en permanence récupéré. Donc je sais pas si c'est une question ouverte, mais justement... Oui, c'est la question en fait. Mais je pense que déplacer la question de l'art sur la question de la création permet un peu de ne pas tomber dans la question de l'art qui devient légitimée par l'institution muséale ou qui est phagocytée par la canonisation de l'art. En tout cas, oui, c'est toujours un art qui se construit à chaque pas et qui change et qui est métamorphique. Moi, j'ai l'impression que les tendances dans l'art aujourd'hui, elles sont plus vraiment dans l'acte de création, mais dans le détournement permanent justement des objets qui étaient déjà récupérés par le capitalisme. Je pense à l'hyperpop, etc. Où finalement, vu qu'on n'arrive plus, tout ce qu'on crée est récupéré, on va retourner le stigmate en récupérant les objets et en faisant justement sur l'hyperpop des revendications liées aux cultures queer, puis antiracistes, etc. Et donc il y a un mouvement d'inversion. Parce qu'en fait, tout le truc autour du sublime, moi j'ai un peu. Enfin, je suis architecte. C'est un truc que dans mon Coulas, je sais pas si vous voyez qui c'est, Negri a fait un texte sur lui d'ailleurs. Il parle de lui et il met vachement en avant le sublime comme en fait la forme extrême de l'architecture qui permettra justement l'émancipation par l'espace, par des grands espaces ou un dépassement du capitalisme. Et le fait est que toutes ces créations aujourd'hui, enfin l'architecture c'est vraiment l'endroit où l'art va se confronter le plus au réel, et ça n'a pas du tout marché. Et justement ça a été réapproprié et c'est devenu en fait, quand en fait on fait un sublime, un grand espace, enfin il parle de grand espace, de bigness, finalement celui qui se réapproprie ça, c'est le plus dominant. Et donc on finit rapidement dans une position de dooming par rapport à l'art justement sur ça. C'est un peu pessimiste. Mais... Oui, mais d'ailleurs, même Negri à la fin du texte est un peu pessimiste. Et dans une des dernières lettres de 2014, il se pose la question, est-ce
Et je pense que c'est un peu la question qui émerge de mon intervention, c'est ce passage à l'action, ce passage à la lutte en fait. C'est, oui, l'art inspire la lutte, mais après il faut lutter. L'art n'arrive, oui, justement, il y a ce problème lié au fait que le capitalisme mange les avant-gardes. Est-ce que le capitalisme... Mais c'est le même problème avec les luttes. Du coup, c'est dans la tension et dans la transformation continuée qu'il faut trouver la réponse. Ouais, les lignes de fuite, on parlait tout à l'heure. Il y a deux autres questions. Elisa et Matteo. C'est une question très superficielle et des personnes qui n'est pas tout à fait spécialistes de ce dont on a parlé. Mais déjà, je voulais remercier tout le monde, c'était un plaisir d'écouter. Et j'ai beaucoup aimé écouter aussi toute cette réflexion sur l'interginestra. Et j'étais un peu curieuse de savoir, après, si besoin, je peux reposer la question en anglais, je ne sais pas si chez Negri ou dans la perspective que vous voulez, comment on peut penser cet imaginaire, si j'ai bien compris, qui quelque part pousse l'amour et qui est poussé par l'amour, par rapport à une production d'imaginaire monstrueux ou monstrifiant que l'on vit dans le présent aussi. Et dans un présent où notamment très souvent on dirait que presque Lombroso, avec son ontologie, a gagné et a pris les pas sur une ontologie qui serait celle de monstres comme les révolutionnaires, pas les révolutionnaires, mais même l'insurrectionnel, etc. Donc je me demandais un peu comment, est-ce que une vision monstrifiée du réel, est-ce que ça empêche la construction de cette vision, cette production d'un imaginaire poussé par l'amour qui, toi, tu as si bien décrit et que je ne voudrais pas répéter maintenant. Et je ne sais pas s'il y a besoin de répéter ça en anglais. Do you want it in English? Yeah, maybe. Yeah. My question was whether what was said about love in this poiesis in Negri and about Ginestra and Leopardi and so on and so forth, somewhere gets blocked in the formation of imaginaries because of the way a monstrosity exists today, which seems to overtake the imaginary and somehow blocks the possibility of desire to circulate, because it seems to me that the monstrosity as Lombroso constructed it, or is very much taking space again in the imaginaries and imaginaries of fears, of war. And so I was wondering how that could be thought together with what Valentina was saying about imagination and love in Negri. Merci. Do you want me to speak in English? So No, maybe no, it's- no, don't worry. Okay. Merci pour ta question. En fait, je n'ai jamais réfléchi en ces termes. Je crois que ce que j'ai pensé un peu étudier, c'est la question de l'illusion. J'ai parlé des illusions naturelles chez Leopardi. Et aussi, il y a une réflexion sur les illusions qu'il appelle fausses et sur lesquelles aussi Negri réfléchit dans son œuvre. C'est-à-dire ce que, à mon avis, sera repris dans le XXe siècle dans la réflexion de Benjamin sur la fantasmagorie. Donc, l'illusion fausse, c'est l'illusion qui est produite par le marché et qui va remplir ce vide qui est un vide naturel, parce que, comme je disais, l'imagination est une fonction primitive de la nature première, donc ne cesse pas de produire cette nécessité de s'illusionner. Et si la nature n'arrive pas à produire une illusion naturelle, vive, vivante, etc., alors c'est facile, et ça, c'est un peu je crois, c'est croise avec les réflexions du spinozisme français, non? L'idée d'une colonisation de l'espace, de la passion et de l'ontologie même par le marché, avec la construction des désirs, avec la construction aussi des illusions.
qu'on peut appeler fantasmagorie. Et donc, je crois surtout, je ne sais pas sur la monstruosité, mais je pense que la réflexion de Benjamin dans ce cas, sur le concept de fantasmagorie comme illusion fausse, peut aider à comprendre comment même l'amour, qui en fait est la seule illusion naturelle qui résiste, peut devenir marchandisé et donc peut être... c'est possible d'empêcher que la relation devient vive, devient opposante, résistante, etc. si elle n'arrive pas de la nature vivante, mais de la société néolibérale. Je ne sais pas si c'est une bonne réponse. Ça répond parfaitement. Merci. Yeah, only some notes about the. Yes, it is very common in our society, a new imaginary of monstrosity, I think. It obviously is different from that imagined by Lombroso, because Lombroso was a doctor in the 19th century and with different categories and different ideas of science. By the way, is also true that there are a new kind of paradigm of inclusion and exclusion that are very focused on the concept of monstrosity in the sense of the separation between order and disorder. Just think to sexuality, queer thinking that is in opposition with the concept of normality in sexuality intended as a man and a woman in a traditional family. And I found particularly important the Negri thought in this sense, because even though it was formulated 20 years ago, it's very useful nowadays. And because in Negri monster have the capability to resist, and resist in every sense to this mechanism of exclusion. And I found, for instance, his quotation of Hölderlin thinking very important, because they recalling Hölderlin, they say where there is the extreme danger, we can find the common salvation. I think that this is summarized his thing. Thank you for your question. Thank you. Thank you all. On va s'arrêter là. Merci pour votre présence et thank you all for your Thank you, Marta. Thank you. It was right, huh?